Fait que le café carbone aujourd'hui, il est rendu possible grâce à plusieurs partenaires, dont l'Université Laval, qui est nos deux principales présentatrices. On a aussi la ferme Pitet, dans le fond, c'est un producteur qui va venir témoigner tout au long de la présentation. On a le ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique qui rend AgriClimat possible, ainsi que le CEDAC, AgriClimat nous-mêmes et AgriSolutions Climat. Donc, on remercie tous nos partenaires pour la tenue de nos activités et l'invitation de ces belles conférencières auxquelles je vais laisser la parole. Ben, merci beaucoup, Juliette, pour la présentation. Puis bonjour à toutes et à tous. Je pense que je parle au nom autant du mien qu'Alexandra, que M. Pitet, qui m'a mentionné que je pouvais l'appeler Alphonse, mais je vais vous avouer que je vais avoir peut-être un peu de misère aujourd'hui. On est vraiment content aujourd'hui de pouvoir parler du stress thermique avec vous dans le cadre de ce café carbone qu'on a affectueusement rebaptisé un latte carbone dans notre cas, vu qu'on va parler de production laitière. Puis, c'est drôle parce que quand Alexandra, qui fait son doctorat avec moi, pour ceux qui me connaissent peut-être pas, je suis Véronique Ouellette, je suis professeure au département des sciences animales de l'Université Laval. Je m'intéresse depuis mon doctorat au stress thermique ou au stress de chaleur, comme j'aime l'appeler. Puis quand on a reçu le mandat, Alexandra et moi, Alexandra qui fait son doctorat sur le stress de chaleur, de préparer un café de carbone, on va être super honnête avec vous, on ne savait pas par où commencer. On savait qu'on avait beaucoup de temps. On sait qu'on doit parler de stress thermique, qui est une problématique qu'on adore, Alexandra et moi, mais qui est une problématique qui est aussi très vaste, qui est très complexe, puis qui a beaucoup de mythes à démystifier au Québec. Donc, on n'arrivait pas vraiment à s'entendre sur quoi commencer notre présentation, sur quel pied commencer. Mais il y a une chose qu'on est d'accord, Alexandra et moi, c'est que le problème avec le stress de chaleur, c'est surtout que c'est une problématique qu'on n'a pas le temps de gérer. Comme vous le savez, c'est une problématique qu'on va associer à l'été, qu'on va associer à la saison plus chaude, même au début printemps, comme on va le voir dans le cadre de notre présentation. Mais le problème, c'est que sur nos entreprises laitières, pendant cette période-là, ben, on est occupé partout ailleurs. C'est un peu ça que j'ai voulu vous imager sur ma diapositive. On est occupé au champ, on gère les cultures, on gère les récoltes, on parle avec nos agronomes, on gère nos employés, on a la machinerie, on a plein d'imprévus aussi, on a toutes les autres aussi opérations de la ferme qui vont continuer. Donc, en ce moment, ce qu'on remarque, c'est que le stress de chaleur, non seulement on n'a pas le temps de le gérer, mais c'est aussi une problématique d'arrière-plan. Pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est occupé à l'extérieur avec toutes les autres choses qui font fonctionner notre entreprise, bien, nos vaches, eux, sont en train, dès l'arrivée du printemps, de composer avec un environnement thermique qui est très, très changeant dans vos bâtiments d'élevage. Puis vous allez voir, pendant toute ma présentation, je vais parler d'environnement thermique. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, par environnement thermique? Je vais faire référence à la température ambiante de votre étable, de nos étables, de l'humidité relative, qui est la charge en eau de l'air, et aussi de la vitesse de l'air qu'on offre aux vaches également. Donc, en ce moment, ce que vous voyez à l'écran, c'est une belle étable en stabulation entravée. Puis, on a une journée qui est relativement qui pose pas de défi à nos animaux d'un point de vue thermique. Donc, on a une journée où on a une température pas très élevée, où on a aussi une humidité relative pas trop élevée. Ce qui fait en sorte que nos vaches sont bien. Nos vaches sont capables de maintenir, comme vous voyez au niveau de ma balance, un équilibre thermique. Donc, ils sont capables d'équilibrer leur gain de chaleur qui vient de l'environnement et de leur propre métabolisme. Ils sont capables de l'équilibrer aux pertes de chaleur qu'ils ont dans l'environnement. Puis ça, c'est vraiment la situation idéale parce que nos vaches, à ce moment-là, ils peuvent réacheminer leur énergie à produire du lait et aussi à leur performance de reproduction. Le problème, c'est que c'est vraiment pas toutes les journées qui sont de même dans nos étables, surtout dès l'arrivée du printemps. Ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des journées où la température va être un petit peu plus élevée, puis l'humidité relative également. Ce qui va faire en sorte, en ce moment-là, qu'on va créer un déséquilibre thermique. Ça veut dire que notre vache, elle va garder plus de chaleur qu'elle va être capable d'en dissiper dans son environnement. Puis c'est ça qu'on peut voir à l'écran. Puis on va voir d'ailleurs que les vaches commencent à moins manger à ce moment-là, puisque leur température augmente au même moment. Puis ça, c'est encore des journées de déséquilibre thermique qui sont quand même légers, mais puis sachez que ce déséquilibre thermique-là, c'est vraiment ça, le stress de chaleur. Mais sachez aussi que pendant l'été, on va rencontrer d'autres journées. Puis là, on va confronter nos animaux à des plus hautes températures, à des plus hautes humidités. On va venir exacerber ce déséquilibre thermique-là et créer une situation de stress de chaleur un peu plus sévère. Donc, ce qu'on tient, c'est que pendant qu'on est occupé ailleurs, pendant qu'on gère l'entreprise, ben, nos vaches, elles, sont placées dans des situations, certes, d'équilibre thermique, mais souvent de léger à sévère déséquilibre thermique. D'ailleurs, ça m'amène à vous parler des signes
qu'on peut facilement observer dans nos étables, qui pourraient nous dire que nos vaches, ouf, ils sont peut-être pas si bien au niveau de leur confort thermique, peut-être qu'ils sont en train de subir le fameux stress de chaleur dont on parle. Il y a plusieurs réponses hein, au stress de chaleur, il faut comprendre ça. Là, en ce moment, je veux juste vous parler de signes que vous, en tant que producteur, productrice ou en tant qu'intervenant, intervenante, vous pouvez facilement observer dans les troupeaux. Déjà, nos vaches, pour tenter de lutter contre le déséquilibre thermique, on va voir apparaître quelques réponses au niveau de leur comportement. On va avoir des changements qui sont quand même assez notoires au niveau de leur comportement alimentaire. Je pense qu'un des premiers signes qu'on va voir, c'est vraiment une augmentation des refus au niveau de la mangeoire. Donc, nos vaches mangent moins. C'est quand même facile de s'imaginer pourquoi. Vous et moi, c'est la même chose. L'été, quand on a chaud, de manière instinctive, on va moins manger. On va aller chercher moins d'énergie dans notre alimentation, puisque comme on va voir, la digestion, ça génère beaucoup de chaleur. On va voir aussi que les vaches vont changer leurs habitudes. Ils vont diminuer la taille de leur repas, puis ils vont aller plus s'alimenter la nuit, normalement, qui sont des périodes qui sont plus fraîches à l'étable. Et si on n'est pas en RTM, ben, on peut voir une augmentation du tri où les vaches vont aller sélectionner les concentrés au détriment des longues fibres de fourrage. Aussi, au niveau du comportement, peut-être plus difficile de voir à l'œil nu, mais quand même, on va voir une diminution du temps passé couché. Selon les travaux de maîtrise d'Alexandra, on parle de 2 heures par jour. Donc, on va voir des vaches qui sont plus souvent debout. Et pour ceux et celles qui sont en stabulation libre ou même au pâturage, on va voir des animaux aussi qui vont plus souvent se regrouper. C'est pas clair encore pourquoi les animaux se regroupent pas, se regroupent plus en stress de chaleur. Il y a quand même quelques hypothèses. Déjà, il y a peut-être une vache qui a trouvé un endroit dans l'étable qui est plus convenable, donc il a trouvé un courant d'air ou qui est capable de se cacher de la lumière. Puis les vaches, étant des animaux grégaires, vont vouloir se rassembler autour de cette vache-là. On peut parler aussi peut-être au niveau du contrôle des mouches. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce comportement de regroupement-là est très problématique pour le stress de chaleur, puisque nos animaux, ben, ils vont avoir encore plus de misère à dissiper la chaleur s'ils sont regroupés. Autre indicateur de stress de chaleur dans le troupeau, ça va être une réponse au niveau de l'augmentation de la fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire, ce qui est intéressant, c'est c'est un signe qu'on peut facilement aller mesurer dans nos troupeaux. Tout ce qu'on a à faire, c'est de sélectionner quelques vaches, attendre qu'elles soient couchées et venir compter sur une période de 30 secondes les mouvements de cage thoracique. Si on dépasse 60 secondes par minute, donc on prend notre 30 secondes, on fait x2. Si on dépasse ça, bien, on peut voir que notre animal est en train de lutter probablement contre un inconfort thermique. Donc, on peut penser qu'il y a du stress de chaleur dans nos troupeaux. Maintenant, pourquoi on ne veut pas de stress de chaleur dans nos troupeaux? Ben, c'est que toutes les réponses qui sont mises en place pour lutter contre le stress de chaleur vont avoir un impact négatif dans nos troupeaux laitiers, surtout au niveau des performances. Au Québec, moi, mes travaux de doctorat ont démontré que plus on expose nos vaches à des journées qui sont susceptibles de provoquer un stress de chaleur, ben moins bonnes vont être les performances au niveau de la composition du lait. Donc, on peut voir des impacts économiques au niveau de la paye de lait dans nos troupeaux laitiers québécois. Ça, c'est bien important de mentionner que ça a été fait au Québec. On peut voir aussi que les matières grasses sont plus sensibles à la chaleur que les protéines. Ça prend une seule journée de stress de chaleur pour provoquer une baisse au niveau des matières grasses. Puis récemment, les travaux que j'ai faits dans mon doctorat ont été corroborés par des travaux un peu plus récents de Guelph qui, eux, ont identifié en lien avec le stress de chaleur des pertes de matières grasses allant de 2,1 à 2,6 grammes par jour et des pertes de protéines un peu moins élevées, on se l'est dit, hein, c'est un petit peu moins sensible, donc allant de 1,2 à 1,8 grammes par jour. Puis, ce qui fait en moyenne qu'au Québec, par vache, le stress de chaleur va coûter 56 $. Bon, vous allez peut-être me dire que ce n'est pas astronomique. Par contre, on va le voir dans le cadre de M. Pittet, ça peut quand même prendre, quand on a beaucoup de vaches, ça peut rapidement prendre de l'ampleur. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est seulement les impacts au niveau de la composition du lait. Mais le stress de chaleur, ces impacts vont bien au-delà de ça. On n'en parlera pas trop aujourd'hui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble du troupeau va être touché par le stress de chaleur. Et ce n'est pas juste les performances de production qui vont être touchées. On voit aussi une très grande sensibilité des performances de reproduction à la chaleur. Je vous présente ici, ce n'est pas une étude du Québec, malheureusement, c'est une étude de l'Allemagne où je vous montre que la fertilité des animaux va décliner quand même assez rapidement en fonction de l'augmentation ou en fonction d'un environnement thermique qui devient de moins en moins favorable.
Ce qui est problématique aussi au niveau de la chaleur et de la fertilité, c'est qu'une seule exposition à la chaleur, donc par exemple qu'on expose notre animal en nous à la chaleur, bien, la chaleur peut avoir des effets résiduels de 40 à 60 jours. Donc, on peut avoir de la misère à obtenir un beau taux de conception, même dans des mois comme novembre et décembre, parce qu'on a un effet résiduel de la chaleur au niveau de nos animaux. Ça m'amène d'ailleurs à vous dire que bien qu'on n'a pas encore de données là-dessus au Québec, bien, j'ai officiellement une étudiante à la maîtrise qui va commencer au laboratoire puis qui va s'intéresser concrètement aux effets de la reproduction, aux effets du stress de chaleur sur la reproduction. Donc, lors d'une prochaine présentation, on pourra vous donner des chiffres qui seront un petit peu plus concrets et plus représentatifs de nos troupeaux laitiers. Donc, on peut voir, puis ça, c'était un peu la mise en bouche de la présentation. On a une problématique au niveau de notre troupeau, une problématique de stress de chaleur. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a des choses concrètes qu'on peut faire pour mieux comprendre ce qui se passe dans nos étapes, puis surtout de contrer les impacts du stress de chaleur. Puis c'est d'ailleurs de ça dont Alexandra, Alphonse et moi, on veut vous parler aujourd'hui. Une des premières étapes, d'ailleurs, pour venir caractériser le stress de chaleur dans nos troupeaux, c'est de venir justement mesurer l'environnement thermique de nos étables. Donc, de venir mesurer en continu la température ambiante et l'humidité. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait dans le cadre de notre initiative, puis je vais laisser Alexandra vous présenter ce qu'on a fait au courant des étés 2023 et 2024. Merci Véronique. Comme elle a mentionné, l'objectif du projet, c'était de caractériser la température et l'humidité dans les étables, donc caractériser l'environnement thermique des étables au Québec. Puis pour faire ça, on a utilisé 11 fermes qui étaient volontaires en 2023, puis on a mis 29 capteurs dans ces fermes-là aux endroits où les producteurs étaient curieux de mesurer et de caractériser l'environnement thermique. Puis, on a mesuré en continu la température et l'humidité relative de juillet à septembre. Puis, on aurait fait le même exercice en 2024, mais cette fois-ci avec 8 fermes et 20 capteurs. Donc, ce matin, on va plonger dans la réalité du stress thermique là, au niveau du Québec. Puis, on a la chance d'avoir avec nous un des participants de l'étude, M. Pittet, pour faire une étude de cas. Donc, bienvenue, M. Pittet. On est vraiment contente de vous avoir avec nous. Puis, on aimerait commencer par présenter la ferme, en fait. Donc, vous êtes le mieux placé pour en parler. Est-ce que vous pourriez commencer par introduire les membres de votre équipe? Oui, bonjour tout le monde, bonjour aux participants, bonjour Véronique et Alexandra. Bonjour. Dans un premier commentaire, je veux qu'on comprenne toute l'importance de ces projets de recherche. Je veux signifier la place que prend l'équipe d'AgriClimat dans ce genre de projet. Donc, c'est intéressant de savoir que des professionnels de recherche s'intéressent à ces questions-là. Nous, les producteurs, on vit la problématique, mais on sait qu'il y a des gens qui sont capables de nous aider à mieux la comprendre. Et puis, je vais signifier l'importance pour nous, selon le temps qu'on a disponible et notre intérêt, de participer à ce genre d'études. Fait que c'était ma présentation. Donc, voici l'équipe. La ferme Pittet, c'est une ferme laitière qui est située à Saint-Tite, en Mauricie. L'entreprise est spécialisée en production laitière, quoique active également dans la production céréalière. Ma conjointe Claire, on est 3 actionnaires propriétaires de la compagnie. Ma conjointe Claire, qui est secrétaire de l'entreprise et responsable des ressources humaines de l'administration. Jérémy, c'est le vice-président, lui gère les productions végétales et l'entretien en général. Moi, je suis le président responsable de la production laitière, puis on m'a donné le beau titre de gardien de la vision, un titre que rendu à mon âge, que je peux savourer. Fait que ce qui est important chez nous, c'est que les décisions se prennent en consensus lors des réunions mensuelles du conseil d'administration formé des 3 actionnaires. Évidemment qu'on est épaulé par une équipe. Il y a 13 employés, 9 à temps plein, 6 travailleurs étrangers guatémaltèques, 1 saisonnier, 3 retraités. Puis je tiens à préciser que je partage la responsabilité du troupeau avec Annick, qui a fait son PAMT en production laitière chez nous. Voici sommairement la présentation de l'équipe. Merci beaucoup.
Pour continuer, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des superficies de terre en culture que vous possédez? Donc, pour l'année 2025, on va cultiver 626 hectares répartis dans 3 municipalités, 197 hectares en prairie, maïs en silage 159 hectares. Le surplus qui ne rentrera pas dans les silos sera battu en maïs grain, soya 238 hectares et puis 32 hectares d'avoine dans des terres moins riches. Une des caractéristiques de l'entreprise, c'est que les terres sont très dispersées et la plus éloignée est à 12 km des installations principales. Fait que c'est un des gros défis de l'entreprise. Est-ce que vous pourriez continuer en nous parlant de votre troupeau? Quelles sont les caractéristiques générales de votre troupeau? Donc, le troupeau, c'est 600 têtes de race Holstein enregistrées. On fait la classification. Toutes les génisses sont génotypées. 360 vaches en inventaire, plus ou moins 310 à 315 à la traite. Vous avez les moyennes de production. Donc, par vache, on produit 506 kilos de matière grasse, 386 kilos de protéines pour un quota de 510 kilos de matière grasse par jour. Donc, vous avez quand même un bon cheptel. Nécessairement, ça prend plusieurs bâtiments. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Donc, les animaux sont répartis dans 3 étables. L'étable 1, il y a une petite erreur dans la description. En fait, elle a été construite en 2016 et agrandie en 2023. Dans cette étable, on retrouve uniquement les vaches en production. Il y a 380 logettes, donc vous comprendrez que l'étable ne fonctionne pas encore à pleine capacité. Des logettes sur le sable et le fumier est traité en lisier liquide comme dans la majorité des fermes laitières du Québec. Un carrousel de traite de 24 postes. L'étape 2, dont la première partie a été construite en 2003 est rénovée, agrandie en 2018 suite à l'effondrement d'une partie qui avait été construite dans les années 90. Dans cette étable-là, on loge les vaches taries. Il y a un enclos pour les vaches en préparation et pour les vélages, également les vaches fraîches vêlées. Il y a une petite salle de traite de 4 postes pour traire les vaches fraîches vêlées. On loge également les veaux naissants, les mâles qui partent à tous les lundis ou mercredis à l'encan et les femelles jusqu'à 10 jours. On loge également toute la relève, les torts, et puis c'est dans ce bâtiment-là qu'on trouve le bureau, salle de conférence, qui sont annexés sur 2 étages. Dans ce bâtiment, il y a une partie des animaux, l'enclos préparation au vélage et les vaches fraîches vêlées qui sont logées sur litière accumulée, nettoyées à peu près 4 fois par année. Et le restant des animaux sont logés dans des logettes avec une litière de ripe de bois. Et puis le troisième bâtiment, c'est une serre, c'est une étable froide, la maternité, qui date de 2001, un bâtiment en fin de vie qui est le prochain projet d'amélioration. Donc c'est un bâtiment froid et je précise, qu'il n'est pas du tout équipé pour une ventilation d'été. Et puis dans cette étable-là, on trouve les génisses de 10 jours aller jusqu'à 4 mois avec une louve pour distribuer le lait. Merci pour toutes les informations. Et est-ce que vous pourriez nous parler un peu là, des autres infrastructures que vous possédez? Donc évidemment que pour ce troupeau-là, ça prend de l'entreposage. La majorité des fourrages est conservée en ensilage. Il y a 8 silos fosses. Il y a des cellules d'entreposage pour les ingrédients, des cellules d'entreposage pour les litières et pour le sable. Il y a 5 fosses à lisier, dont 2 qui sont réparties sur les terres à l'extérieur du site principal. 3 hangars à machinerie, un atelier mécanique on avait profité lors de la construction de l'atelier de faire un appartement pour loger du personnel.
il y a 3 maisons, dont la plus ancienne qui sert au TET. Merci beaucoup pour la mise en contexte, Monsieur Pittet. Ça l'aide vraiment à se situer au niveau de l'entreprise. La dernière question que j'aurais à vous poser là, concernant vos infrastructures, euh, c'est quoi en fait là, la gestion de l'environnement thermique dans vos élevages, dans vos bâtiments? Euh, Qu'est-ce que vous faites là, pour essayer de gérer l'environnement thermique? Ben, je ne veux pas être trop long, mais je veux juste préciser que durant ma carrière, j'ai vu l'évolution du climat. On parle de changement climatique, mais c'est quand même réel. Ceci dit, dans les années 80, il faisait déjà chaud en été, au mois de juillet, mais c'était beaucoup moins long et puis les périodes de canicule étaient moins longues. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut observer aujourd'hui comme changement majeur. Dans les années 70-80, peu de préoccupations pour les journées de chaleur, on subissait. Puis il ne faut pas oublier que la majorité des vaches au Québec allaient au pâturage. Donc, le, le temps passé à l'étable, c'était pour la traite. Et durant les grandes journées de chaleur, ça pressait de finir la traite pour sortir les vaches pour aller à l'air. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient, ces pauvres vaches-là? Souvent, elles s'en allaient au coin de l'étable, au soleil. Mais les vaches étaient différentes, la production était différente, les vaches étaient moins grosses, consommaient moins. Donc, l'impact de la chaleur se faisait moins sentir, quoique on savait déjà qu'il y avait des grosses pertes de production durant ces périodes-là, mais on vivait avec. Dans les années 90, on a commencé à avoir les premières étables à logettes avec des ouvertures, des murs ouverts, des murs de 4-5 pieds ouverts. Et puis on pensait que à ce moment-là, l'air, la circulation d'air, l'exposition au vent suffisait pour rafraîchir les vaches durant ces périodes-là. Erreur, dans les faits, ça s'est jamais passé comme ça. Ces étables-là manquaient de rafraîchissement, de ventilation durant les journées de chaleur. Fait qu'on l'a compris. Et puis ensuite, les nouveaux bâtiments à l'heure actuelle, ben, quand vous passez dans les rangs, c'est très visible, ont des ouvertures de 9, 10 pieds, parfois plus. Ça aide beaucoup. Et puis chez nous, comme dans la majorité de ces nouvelles étables-là, on a installé différents systèmes de, j'appellerais ça des brasseurs d'air plus ou moins dirigés sur les animaux pour essayer de les rafraîchir. Mais entre ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on a mis en place dans les années 90, il y a eu beaucoup d'améliorations. À l'époque, la connaissance était faible, donc on y allait plus ou moins selon notre réflexion, selon le peu d'informations qui circulaient. Mais tantôt, je vous expliquerai comment c'est installé chez nous. On a évolué. Merci beaucoup. On voit que vous essayez de vous tenir au maximum au fait de l'environnement thermique de votre étable. Puis, dans le cadre du projet, en fait, ce qu'on a fait en 2023, c'est que l'une des membres de notre équipe, Marie-Michel, est venue installer 3 capteurs dans chacun de vos bâtiments. Donc, il y avait un capteur dans l'étable des vaches en lactation, un capteur dans l'étable des vaches taries, puis un capteur à la serre avec les veaux. Vous comprendrez que l'objectif de ces capteurs-là, c'était vraiment de caractériser l'environnement thermique des bâtiments, comme on vous l'a expliqué tantôt. Mais le défi là-dedans, c'est que les vaches sont des animaux qui sont assez curieux. Puis, on a dû mettre les capteurs un petit peu plus en hauteur là, qu'on aurait souhaité pour s'assurer du bon fonctionnement des capteurs euh, en général. Donc, normalement, on aurait aimé que les capteurs soient vraiment à la hauteur exacte des vaches pour vraiment caractériser l'environnement que les vaches ressentent, mais on a dû les mettre un petit peu plus en hauteur pour faire un compromis. Donc, on voulait savoir, Monsieur Pittet, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir participer à ce projet-là? On voit que vous avez vraiment fait un état des faits de l'évolution de ce que vous observiez au niveau de l'environnement thermique de vos animaux. Est-ce que c'était par curiosité ou est-ce que c'est parce que vous étiez vraiment préoccupé par certains aspects de vos bâtiments concernant l'environnement thermique? Je pense que tu mentionnes le mot curiosité, ça fait partie de la décision. Un autre point qui est important aussi, lorsqu'on nous a présenté le projet, on a compris que
ça n'était pas lourd comme de notre part, comme implication financièrement et en termes de temps. Puis ça, lorsqu'on participe à des projets, ben, lorsqu'on sent qu'il y a une équipe en arrière et puis que le projet n'est pas un grand utilisateur de temps, de notre temps disponible, ça motive à participer. Et puis, ben, un des autres points, c'est mon expérience de producteur de lait sur de nombreuses années où moi j'ai vécu les périodes où les vaches souffraient durant les périodes de chaleur et où on acceptait les baisses de production et les conséquences qui s'en suivaient. Donc, je vous ai expliqué tantôt qu'au fil du temps, on a mis en place des systèmes pour tenter de diminuer cette problématique-là. Puis là, je pense qu'on est rendu à l'étape où il faut mesurer pour comprendre les investissements, le temps qu'on a mis dans ces projets, si c'est vérifiable, à savoir les résultats que ça peut nous amener, puis ces petits capteurs-là, ben, ça nous a impressionné de voir tout ce qu'on pouvait récupérer comme information. Tout ça a fait partie de la motivation à participer. Mais le plus important, c'est également de comprendre et de faire évoluer la connaissance et la science avec des professionnels de recherche. Ben, on vous remercie vraiment là, de votre participation. C'est très apprécié. Puis on est très contente de savoir qu'on n'a pas trop dérangé durant les 2 derniers étés. Donc, si vous le permettez, on va se plonger dans les résultats en commençant par l'année 2023. Donc, comme on vous a dit, là, les capteurs ont enregistré les données de température et d'humidité dans l'étable. Donc, on va commencer par les températures. Ce que vous pouvez voir là, dans les graphiques, c'est qu'on présente les lignes rouges foncées qui représentent la température quotidienne moyenne durant les journées de août et de septembre à l'intérieur de l'étable. Puis en rouge pâle, les données quotidiennes moyennes qui ont été mesurées à l'extérieur de l'étable. Donc, comment on a fait pour déterminer les données de l'extérieur? Tout simplement, on a utilisé les données de station météo la plus proche de la ferme. Donc, c'est très représentatif là, de ce qui se passe à l'extérieur pour ces données-là. Vous pouvez voir également là, en dessous des graphiques qu'on a mis extérieur et intérieur, moyenne maximum. Donc, ce que ça représente, c'est la moyenne du mois d'août pour une journée en termes de température et c'est comparé à droite pour la moyenne de température à l'intérieur de l'étable. Puis, on a également la valeur maximale retrouvée là, en termes de température à l'extérieur et à l'intérieur. Puis, on a fait ça pour chaque capteur. Donc, pour ce graphique-là, vous voyez que ça représente le capteur situé dans la serre avec les veaux. Puis, on a fait la main. Oui, pardon, excusez. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, là, c'est que les vaches composent avec un environnement thermique qui est très changeant. Vous voyez là qu'au niveau quotidien, il y a des variations très importantes là, au niveau de la température, et ce, pour les 2 mois à l'étude. Ensuite, on a fait la même chose pour les capteurs d'étable de la lactation, puis l'étable pour les vaches taries. Malheureusement, comme vous voyez, là, pour le capteur des vaches taries, il y a eu un mauvais fonctionnement du capteur, puis les données de septembre n'ont pas été enregistrées. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de données pour septembre pour ce capteur-là. Un constat qu'on peut observer, là, c'est que les bâtiments ne sont pas identiques. Hein. Je vous rappelle qu'on parle d'une serre qui n'a pas de système là, de ventilation. C'est vraiment là, de la ventilation naturelle seulement, puis des étables où il y a des systèmes de ventilation puis de recirculation de l'air qui sont mis en place. Donc, des bâtiments avec des caractéristiques très différentes, mais on voit que les courbes de température vont évoluer quand même de façon assez similaire là, entre les 3 capteurs. Je pense que ce qui est important de comprendre ici, c'est que l'environnement thermique est très, très dépendant de ce qu'on vit à l'extérieur. Donc, c'est un peu pour ça qu'on revoit qu'on voit que les températures évoluent de façon assez similaire, bien qu'on soit dans des bâtiments qui sont très, très différents.
Ce qu'on peut également conclure, c'est que la température à l'intérieur était plus élevée qu'à l'extérieur. Donc, pour la raison que Véronique a expliqué un peu, puis on va entrer un peu plus dans les détails plus tard. Puis si on regarde là, en comparaison avec toutes les fermes, le constat était le même. Donc, la température à l'intérieur était toujours plus élevée dans les bâtiments qu'à l'extérieur, et ce, malgré le fait que les fermes à l'étude étaient toutes dans des régions différentes, donc on composait avec des climats qui variaient entre les fermes. Donc, Monsieur Pittet, on était curieux de savoir, là, avec les 3 constats qu'on vient de décrire, est-ce que vous étiez surpris par ces résultats-là par rapport à la température dans vos étables? Oui, parce que faut bien penser que ce que tu nous présentes là, c'est la température moyenne sur 24 heures. Donc, quand on voit des journées qui dépassent 20 degrés, y compris sur 24 heures, c'est quand même c'est surprenant. On n'est pas au sud, on est au Québec, donc il fait chaud. Puis ce qui est impressionnant, c'est de voir qu'il y a une journée ou deux en particulier où le graphique monte énormément. Donc c'est réel qu'il y a des journées où il fait vraiment chaud sur 24 heures continuellement. On le voit très bien. Puis ce qui est moins surprenant, évidemment, c'est que il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, on comprend que nos animaux vivent dans le premier constat, ben, c'est de comprendre que c'est leur milieu de vie et puis qu'ils ne sont pas comme nous où ils peuvent se déplacer, aller à la fraîcheur durant ces journées-là. C'est leur condition de vie, donc ça nous aide à le comprendre. Effectivement, hein. Puis Alexandra et moi, quand on regardait les résultats, on n'était pas trop surprises qu'il fasse plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur, bien qu'à l'intérieur, on bloque les radiations solaires avec le toit. Puis c'est important pour moi de prendre quelques minutes pour expliquer pourquoi on voit que c'est plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que vos vaches, hein, ça génère énormément de chaleur, une vache. Puis moi, je me suis amusée à aller trouver un peu des comparatifs, des calculs d'unités. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vache en continu, ça génère 4500 watts de chaleur. C'est quoi ça? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Ben, pour le savoir, il faut le comparer à d'autres espèces. Je me suis amusée à le comparer à une femme et à une truie gestante. Donc, on peut voir déjà, c'est que notre vache produit plus de chaleur, énormément plus de chaleur que la femme et que la truie. Mais je trouvais que c'était pas assez parlant encore comme image, fait que j'ai essayé de comparer ces watts-là à des appareils qu'on connaît bien, qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Ça me fait un petit peu de peine, mais je dois comparer la femme à une ampoule, donc comme une ampoule de 100 watts. Donc, on peut parler de la même production de chaleur en continu. Pour ce qui est de la truie, on pourrait le comparer à un ordinateur. Un ordinateur, là, sur ma diapositive, on voit un portable, mais on peut penser à un ordinateur tour. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que le 4500 watts de notre vache, ben, ça l'équivaut à ce qu'une thermopompe peut faire. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que nos vaches, avec une vache, on pourrait chauffer une petite maison. Maintenant, ça vient d'où, cette chaleur-là? Pourquoi nos vaches y génèrent autant de chaleur? Ce qu'il faut savoir, c'est que la première source de chaleur de vos animaux, c'est vraiment le rumen. Toute la fermentation, toute la digestion qui va se produire au niveau du rumen. Puis on va générer encore plus de chaleur quand on est en train de digérer de la fibre, puisqu'on a besoin de plus de fermentation, on génère plus de chaleur. Donc le rumen, il faut vraiment le voir comme une fournaise. Nos animaux génèrent énormément de chaleur, principalement à cause de la digestion qui se passe au niveau ruminal. Une autre source de chaleur, bien sûr, c'est toutes les activités qui viennent en lien avec la lactation. Donc ici, on a une vache en lactation. Donc c'est clair qu'à sa chaleur qui provient de la digestion, il faut considérer également la chaleur qui provient de la gestation, de la lactation, par contre. Et ça m'amène à vous dire qu'il ne faut pas oublier que nos animaux sont en lactation, surtout plus on avance dans la lactation, c'est aussi des animaux qui sont gestants. Donc on va avoir une production de chaleur qui est en lien avec la gestation qui va augmenter, bien entendu, au fur et à mesure que la gestation augmente. Donc, maintenant, quand vous pensez à nos vaches, j'aimerais ça que vous les voyiez rouges comme ça. Nos vaches, elles produisent beaucoup de chaleur. On a parlé de 3 principales sources de chaleur, mais il faut comprendre qu'aussi le métabolisme basal de nos animaux et toutes leurs activités, que ce soit se rendre au carrousel, que ce soit aller s'alimenter, bien ça, c'est des choses qui vont générer de la chaleur également.
Donc, si on prend l'exemple de la ferme Pitet, de mon côté, ça ne me surprend pas du tout qu'il fasse plus chaud à l'intérieur de l'étable. Il faut penser qu'on a 80 vaches en lactation. On a 280, pardon, vaches en lactation. Donc, on a 280 thermopompes en même temps qui fonctionnent et qui vont générer une charge thermique en continu tout au long de la journée. C'est sûr qu'on a un système de ventilation pour nous aider. On va en parler plus en long, en large au courant de la présentation des systèmes de ventilation, puis qu'est-ce qui nous aide à faire. Mais on peut voir que bien qu'on ait un système de ventilation dans nos étables, donc le système de ventilation qui va introduire de l'air frais, mais de l'air de l'extérieur, je devrais dire, à l'intérieur de l'étable, qui va nous aider à nous débarrasser des excédents de chaleur, entre autres, on peut voir que malgré tout, à cause de nos fournaises, de nos vaches, on peut voir une augmentation, une accumulation de chaleur dans nos bâtiments d'élevage. Maintenant, je vais repasser la parole à Alexandra qui va vous parler de l'humidité dans les étables qu'on a aussi monitorées grâce à nos capteurs. Oui, donc on a refait le même exercice là, de caractérisation avec les données d'humidité. Donc, on a encore comparé là, les valeurs quotidiennes moyennes mesurées à l'intérieur de l'étable, puis les valeurs quotidiennes moyennes mesurées à l'extérieur de l'étable pour 2023. Donc, encore pour le même principe, là, comme vous pouvez voir, les lignes en bleu foncé, c'est les données à l'intérieur de l'étable, puis en bleu pâle, c'est les données qui ont été mesurées à l'extérieur, avec les comparaisons de moyenne et de maximum mesurés là, pour chaque mois à l'extérieur et à l'intérieur qui sont représentés en bas des graphiques. Donc, comme vous pouvez voir, là, c'est des constats qui sont similaires à ce qu'on a dit pour la température. Les moyennes d'humidité varient énormément au niveau quotidien, en fait. Donc, chaque jour, on a des variations en termes d'humidité qui sont assez importantes. Un autre constat qu'on peut avoir, c'est que le taux d'humidité qui se retrouvait à l'intérieur des bâtiments était inférieur aux valeurs qu'on retrouvait à l'extérieur. Donc ça, c'est inverse à ce qu'on retrouve pour la température. Puis un autre constat qu'on a, c'est que ces valeurs d'humidité relatives-là étaient bien au-dessus des seuils qu'on recommande, là, qui sont entre 40 et 60 à l'intérieur des bâtiments pour le bien-être des animaux. Puis si on compare là, toutes les fermes de l'étude, ça reste le même constat encore une fois. L'humidité à l'intérieur était bien au-dessus là, des seuils recommandés pour toutes les fermes. On avait également une variation au niveau quotidien très importante. Puis, même chose encore une fois, les valeurs d'humidité étaient quand même assez semblables là, au niveau de tous les capteurs. Donc, ça se ressemble même si on n'a pas les mêmes bâtiments. C'est normal, hein? C'est pas parce qu'on n'est pas doué, c'est pas parce qu'on n'est pas bon et bonne qu'on a de la difficulté à gérer l'humidité dans nos bâtiments d'élevage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, on est dans un climat continental humide. Donc, le nom le dit, on est dans un climat humide. On le voyait avec les valeurs qu'Alexandra vous a proposées pour l'extérieur. On a l'été, on a une aire qui est très, très riche en eau, qui est très, très humide. Ben, nous, qu'est-ce qu'on fait avec nos systèmes de ventilation? C'est qu'on prend cette air-là, qui est gorgée d'eau, qui provient de l'extérieur, et on l'entraîne à l'intérieur de nos bâtiments d'élevage selon différentes méthodes, à savoir si on est en ventilation naturelle ou en ventilation mécanique. Mais le fait est, c'est qu'on introduit de l'humidité dans nos étables. Aussi, il ne faut pas oublier que dans nos étables également, on est en train de loger des animaux qui luttent contre un déséquilibre de chaleur. Pour lutter contre ce déséquilibre de chaleur-là, on en a parlé en introduction, mais on peut voir une augmentation de la fréquence respiratoire. Donc, nos animaux vont aussi contribuer à la charge en humidité de nos étables. Par contre, comme Alexandra vous l'a montré, grâce à nos systèmes de ventilation, on est quand même capable de mieux performer à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais reste que l'humidité est problématique dans nos troupeaux, et ce, à cause de nos climats. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour la première partie de ce projet-là, vous allez voir, on n'a pas encore parlé de stress de chaleur, ça s'en vient, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'été, nos étables, y accumulent de la chaleur et y accumulent également une humidité relative assez importante. Mais maintenant, on arrive dans le vif du sujet, mais OK, mais en termes de stress de chaleur, ça donne quoi? Génial, on a la température et l'humidité, mais là, il fallait se trouver une métrique, il fallait se trouver un indicateur qui nous permettrait d'aller évaluer les risques potentiels d'épisodes de stress de chaleur dans la ferme d'Épithet.
Alors, ce qu'on a fait, nous, pour venir comptabiliser ces épisodes de stress de chaleur-là, c'est qu'on est allé calculer un indicateur environnemental. Je pense que plusieurs personnes dans la salle doivent le connaître. Ça s'appelle l'indice de température-humidité. Moi, personnellement, j'aime bien le décrire comme étant le facteur humidex de la vache. C'est un peu une température qu'on va corriger en fonction de l'humidité relative dans l'air. Comment on le calcule, cet indice de température-humidité-là, qu'on appelle le THI? Bien, tout simplement avec la formule que je vous ai mis à l'écran. Est-ce que c'est important de connaître la formule? Oui et non. On va voir pourquoi. Ce que j'attire votre attention sur le fait surtout, c'est que pour le calculer, le THI, puis c'est une des raisons pour laquelle on l'aime quand nos vaches sont logées à l'intérieur, c'est qu'on a seulement besoin de la température et de l'humidité relative, deux données dont on a accès super facilement avec nos capteurs. Nous, d'ailleurs, ces deux métriques-là d'environnement thermique, on les a mesurées à chaque 15 minutes et ce, en continu pendant les différents mois qu'on avait à l'étude. Maintenant, pourquoi c'est important ça? Pourquoi il faut calculer à la fois la température et l'humidité? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment ces deux facteurs-là ensemble qui vont déterminer comment une vache peut perdre la chaleur. Pourquoi? Bien, j'ai essayé de vous l'imager ici à l'écran. Donc, j'attire votre attention à gauche. À gauche, on a une situation d'air sec. Donc, de l'air, une humidité relative très faible, puis on a une haute température. Ben, une moyenne température, pardon. Puis ce qu'on peut voir, c'est que notre vache elle va être quand même en mesure à ce moment-là d'échanger de la chaleur avec son environnement, puisqu'elle a des mécanismes qui lui permettent de le faire, puisqu'elle peut évaporer la chaleur, un peu en transpirant, mais surtout en respirant plus vite, comme on l'a vu. Puis ça, c'est pas trop dommageable pour notre animal, elle est capable de le faire, puis de maintenir un bilan thermique assez équilibré et de ne pas dépenser trop d'énergie. J'attire votre attention à droite maintenant. On est dans une autre situation. Là, on a de l'humidité, puis en plus, on a une température ambiante qui est modérée, comme je vous disais. Mais là, en ce moment-là, on vient de bloquer des moyens de dissipation de chaleur puisque notre vache, elle ne peut plus évaporer la chaleur. Donc, elle va devoir enclencher des mécanismes qui vont être encore plus coûteux d'un point de vue énergétique. La vache ne sera même pas capable de maintenir son équilibre thermique. Elle va être en déséquilibre, ce fameux déséquilibre-là qui est le stress de chaleur. Ce qui va faire en sorte que notre vache a moins d'énergie pour produire du lait, pour vaquer aussi à ses occupations au niveau de la gestation. Donc, c'est pour ça qu'on va voir des conséquences au niveau des performances de production de nos animaux. Maintenant, si on revient à notre THI, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'examen à la fin. Je ne veux pas vous rappeler de l'équation. Par contre, je veux que vous sachiez qu'il y a beaucoup d'équations qui existent pour calculer le THI et le choix de cette équation-là n'est pas banal. Ici, je vous ai mis l'équation du NRC. Ce n'est pas pour rien. Nous, c'est l'équation qu'on utilise puisqu'elle a été validée dans le cadre d'un climat comme le nôtre qui est humide. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les différentes équations vont donner un poids, une importance différente à la température et à l'humidité. Nous, dans le cas d'un climat humide, bien, il faut choisir une équation où on va avoir une plus grande importance au niveau de l'humidité, puis c'est pour ça qu'on se rabat sur cette équation-là. Donc, faites attention, même dans les différents capteurs, ceux qu'on a utilisés, on avait deux choix d'équations. Nous, on a pris celle qui est validée pour un climat continental humide comme le nôtre. À titre d'exemple, je me suis amusée à faire des combinaisons de température et d'humidité pour vous donner c'est quoi le type de THI qu'on peut obtenir. Donc ici, avec une température, on s'entend quand même assez faible, 21 degrés Celsius, niveau d'humidité de 50 qui est un niveau d'humidité qu'on ne voit même pas souvent dans nos étables. On est souvent plus élevé selon les données qu'Alexandra vous a montrées. Bien, on peut voir qu'on obtient un THI de 67. Donc, un THI de 67, puis je nomme seulement 67 puisque le THI n'a pas d'unité. Maintenant, ce que je veux que vous compreniez, c'est que bien sûr, si on augmente la température et l'humidité, ben, notre valeur de THI va augmenter et va devenir plus dommageable pour nos animaux. Maintenant, Alexandra elle va vous regarder, mais elle va vous montrer en termes de THI, qu'est-ce qu'on a obtenu dans les différentes étables chez l'épithète. Oui, merci Véronique. Étant donné qu'on avait les valeurs de température et d'humidité relatives dans les tables, puis à l'extérieur avec les stations météo, ben, on a été capable de convertir ça en THI selon l'équation qu'elle vous a présentée. Donc, dans le même principe, encore une fois, là, que les graphiques de température et d'humidité que je vous ai présentés, on retrouve en mauve foncé les données mesurées par les capteurs à l'intérieur de l'étable, puis en mauve pâle, les données de l'extérieur, avec encore une fois les moyennes et les maximums mensuels mesurés.
Donc, ce qu'on peut conclure là, avec ces valeurs-là, c'est que le THI à l'intérieur de l'étable était plus élevé pour tous les capteurs qu'à l'extérieur. Et ça, ben, on avait le même constat là, au niveau de la majorité des étables au Québec. Puis ça, pour l'instant, c'est pas très, très parlant pour vous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une des raisons aussi pourquoi on aime le THI, c'est qu'il y a des seuils de THI qui ont été développés en recherche au Québec. Qu'est-ce que je veux dire par seuil de THI? C'est une donnée de THI à laquelle je peux m'attendre une diminution quelconque. Ça peut être une diminution de la quantité de lait produite, ça peut être une diminution des performances de reproduction, par exemple, ou de la composition du lait. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce sont des seuils qui sont développés avec des vaches du Québec, donc qui sont très, très adaptés, bien sûr, à notre réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce seuil-là va varier en fonction de plusieurs facteurs. Déjà, en fonction de la réponse étudiée. Puis ça, c'est très important de le comprendre. Ce n'est pas tous les paramètres en lien avec le stress de chaleur qui vont diminuer au même moment. Comme je vous l'ai mentionné en introduction, ben, une des premières choses qu'on va voir diminuer au niveau des performances, c'est la composition en gras du lait. Donc, il faut comprendre que probablement que le gras a un seuil de THI plus faible que les protéines, que la quantité de lait produite, par exemple. Un autre facteur à considérer, c'est le climat. Ce n'est pas tous les animaux qui ont la même tolérance à la chaleur. On peut penser qu'une vache qui est élevée en Floride n'aura pas les mêmes seuils de THI qu'une vache qui est élevée au Québec, qui est beaucoup moins habituée d'être exposée à des hautes températures. Il y a aussi le statut physiologique de nos animaux. On n'a pas les mêmes seuils de THI si on a un veau, une taure, une vache en lactation ou une vache tarie, puisque ces groupes d'animaux-là vont produire une quantité de chaleur différente et la dissiper également différemment. Puis, il faut garder en tête que l'effet que le THI peut avoir sur nos animaux va changer selon le moment de l'année. Bientôt, on va entrer dans une période névralgique où nos animaux, on sort de l'hiver. Donc, nos animaux ne sont pas encore habitués à être exposés à des températures et humidités plus élevées. Donc, tout ce qui va arriver comme événement de chaleur en début de saison chaude va être plus dommageable que ce qu'on a rendu en août et en septembre, par exemple. Je vous présente les seuils de stress de chaleur qu'on a au Québec qui ont été développés en collaboration, donc en une première partie dans mes projets de doctorat, puis ensuite, ça a été repris de manière différente, puis que ça a contribué aux avancements des connaissances dans certains travaux de l'Université de Guelph. Alors, au niveau de la production et de la composition du lait, le lait, ce qu'on voit, c'est que ça commence à diminuer à un THI de 68. Pour ce qui est des protéines, ben, c'est un THI de 60. Et pour ce qui est des matières grasses, il y a un THI de 58. Puis là, il faut comprendre que ces valeurs-là, c'est le début des pertes qu'on peut voir. Donc, plus le THI va augmenter, bien, plus ces pertes-là, bien sûr, vont devenir sévères. Mais là, c'est quand même assez frappant, hein, parce qu'un THI de 58, c'est une valeur très, très faible. C'est une combinaison très, très faible de température et d'humidité qui peut donner ce THI-là. Puis c'est ça que je vous montre ici dans le tableau. Si on a une température de 20, puis une humidité relative de 60, on a un THI de 66, pardon, on est déjà bien au-delà de notre seuil. Donc, ça peut paraître étrange, puis c'est vraiment ce que je suis en train de vous dire, c'est que je suis en train de vous dire qu'un THI aussi faible que 58 peut commencer à provoquer des diminutions. Et pourquoi ça, c'est possible? Mais il faut garder en tête que nos vaches génèrent énormément de chaleur. Donc, on ne peut pas se donner nous-mêmes comme comparatif. On ne peut pas se dire, ah, moi, je suis bien à l'étable, donc mes vaches doivent être bien. Pas du tout. Nos vaches produisent plus de chaleur de nous. Et en plus, un autre de leurs défis, c'est qu'ils ne sont pas super bonnes pour dissiper cette chaleur-là. Pourquoi ils ne sont pas super bonnes? C'est qu'ils ont trois principaux défis. Déjà, ils ont un rapport surface-volume défavorable. Ce que je veux dire par là, c'est que la vache, elle aurait besoin d'une surface de peau beaucoup plus étendue pour être en mesure de dissiper tout son volume de chaleur produit en continu. Aussi, contrairement à moi en ce moment, les vaches ne peuvent pas beaucoup transpirer. Donc, la transpiration est minimale au niveau des glandes sudoripares, pour les vaches. Donc, ils sont plus limités pour dissiper la chaleur. Ils vont plutôt se rabattre, comme on disait, sur une augmentation de la fréquence respiratoire, donc une augmentation du nombre de respirations par minute. Puis, on va même voir une augmentation de la salivation aussi. Puis, il faut garder en tête que le poil de nos animaux va aussi nuire à la dissipation de la chaleur, puisque ça va agir comme un isolant thermique, un peu comme quand on met notre manteau l'hiver. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'environnement thermique de nos étables, ils n'ont pas à faire beaucoup d'efforts pour venir créer notre fameux stress de chaleur, notre fameux déséquilibre thermique.
Donc, si on reprend là, le graphique de variation de THI durant l'été 2023, ce qu'on peut voir, c'est que la majorité, si c'est presque pas toutes les journées, ont dépassé le seuil de THI de 58, donc seuil où on peut observer une diminution de matière grasse du lait, donc une diminution potentielle, puis un début de diminution. Donc, la problématique du stress de chaleur va toucher plusieurs mois et même des mois comme septembre qui n'est plus vraiment considéré comme l'été selon moi. C'est dépassé là, la saison estivale. Donc, la période de stress de chaleur s'étire vraiment sur une longue période au Québec. Il faut comprendre que si on avait octobre et novembre, on pourrait voir encore l'apparition de certains jours dépassant les seuils de stress de chaleur. Pourquoi est-ce que c'est... ben, en fait, je recommence, pardon. Euh, On s'est amusé en fait à analyser là, les périodes de stress de chaleur ininterrompues en août et en septembre 2023. Donc, on a caractérisé le nombre de jours où la moyenne de THI par heure dépassait le seuil de THI de 58, donc associé à une perte de gras potentiel. Pourquoi est-ce que c'est dommageable d'avoir un 24 heures de stress de chaleur ininterrompu? Ben, c'est le fait que la vache va avoir un déséquilibre de gain et de perte de chaleur qui est prolongé dans le temps. Donc, elle n'a pas de répit, ce qui fait en sorte qu'elle accumule beaucoup de chaleur, puis ça va vraiment plus impacter la production, puis la productivité laitière. Donc, on a caractérisé ça, comme vous pouvez voir, là, ici, c'est le nombre de jours qui dépassait les seuils de 58, donc avec une baisse de gras potentiel, de 60, donc une baisse de protéines potentielles, puis de 68, une baisse de production laitière potentielle en août et en septembre. Pourquoi on n'a pas mis les graphiques des veaux? Ben, c'est comme Véronique disait, parce qu'ils n'ont pas la même efficacité de dissipation de chaleur, puis les mêmes seuils nécessairement. Donc, on se concentre plus sur les vaches en lactation et les vaches taries. Puis ce qu'on peut conclure, là, c'est que le nombre de jours qui dépassaient les seuils était très élevé au niveau des pertes de gras et de protéines potentielles, surtout en août, mais on voit qu'on a également des jours là, qui sont problématiques en septembre également. On voulait savoir, M. Pittet, tous ces résultats-là là, de 2023, est-ce que ça vous a surpris? Oui, ça surprend. Surtout on comprend le THI et puis de voir qu'il y a tant de journées où les vaches commencent à être inconfortables, c'est surprenant. En effet, c'est vraiment impressionnant de regarder ça, puis on réalise pas nécessairement tout le temps que les épisodes de stress de chaleur peuvent s'étirer sur des si longues périodes que ça. Donc, si vous me permettez, on va maintenant regarder les données qu'on a collectées en 2024. On a refait le même exercice là, d'analyse que pour l'année 2023. Donc, je vais me répéter un peu. Vous pouvez voir les données de température à l'intérieur et à l'extérieur. Toujours les lignes foncées pour représenter les valeurs intérieures à l'étable, puis les valeurs pâles, les valeurs à l'extérieur. Cette fois-ci de juillet à septembre en 2024. Ce qu'on peut voir, c'est un peu les mêmes constats que pour 2023. Donc, la température à l'intérieur était plus élevée qu'à l'extérieur pour la majorité des mois. Donc, ici, pour la serre avec les veaux et l'étable avec les vaches en lactation. On a enlevé le capteur de l'étable des vaches taries parce que malheureusement, encore une fois, il y a eu un problème d'enregistrement des données. Puis, le capteur avait mesuré juste les données de juillet. Donc, pour enlever un peu de chiffres puis de graphiques vides, on a mis de côté ce capteur-là pour l'étude. Puis j'attire aussi votre attention, regardez la distance entre les deux courbes pour les veaux, ainsi que la distance entre les deux courbes pour les vaches en lactation. Je vous rappelle que pour les veaux, on est en serre, M. Pittet, hein, on se rappelle, c'est bien ça. Oui. Vous nous avez parlé que ça n'a pas été conçu pour une ventilation d'été. Puis là, regardez, pour l'étape de lactation, bien qu'on est plus élevé un petit peu à l'intérieur qu'à l'extérieur, bien, on se rapproche un peu plus dans l'étape en lactation aux conditions de l'extérieur. Fait que ça, c'est quand même un constat qui est intéressant également. Donc, encore une fois, pour la caractérisation de l'humidité relative à l'intérieur et à l'extérieur,
on regarde au niveau de la serre et de l'étable des vaches en lactation pour juillet et pour jusqu'à septembre, en fait. Puis, ce qu'on peut conclure, là, c'est qu'on a un taux d'humidité qui est encore inférieur à l'intérieur versus à l'extérieur. Puis ça, c'est la même chose que ce qu'on avait constaté pour 2023, si vous vous souvenez bien. On a également comme constat que, encore une fois, les seuils de recommandation de 40 à 60 d'humidité relative à l'intérieur des bâtiments étaient vraiment pas, vraiment pas atteints, en fait, pour le taux d'humidité durant l'été. Donc, le taux d'humidité à l'intérieur des bâtiments dépassait largement là, ces seuils de recommandation-là. Puis c'est Puis, normal. Regardez la distance, tu sais, de l'extérieur par rapport à cette recommandation-là. On se rappelle, hein, on a notre défi de climat, puis le défi est là. L'extérieur est extrêmement humide, donc c'est pas surprenant qu'on va aller dépasser ces seuils. et puis, pour terminer, on a refait encore une fois les mesures de THI. Puis, ce qu'on peut en retirer, c'est que les valeurs à l'intérieur étaient supérieures aux valeurs mesurées à l'extérieur pour la serre et pour l'étable des vaches en lactation. Comme on peut voir, encore une fois, au niveau de la serre, l'écart est plus élevé là, au niveau de la différence entre les mesures intérieures et extérieures versus les tables des vaches en lactation où on a pas juste le système de ventilation naturelle là, qui est mis en marche. Puis si on regarde là, les périodes de stress de chaleur ininterrompues pour 2024, on peut encore une fois observer là, un nombre de jours dépassant les seuils là, de 58, de 60 et de 68 qui est assez élevé, principalement en août, mais on peut voir là, qu'en juillet et en septembre, on a encore des périodes qui sont très problématiques puis qui n'offrent pas de répit là, pour les vaches en stress de chaleur. Puis avec ça, je vais repasser la parole à Alexandra, mais avec ça, ce qu'on a fait aussi, jusqu'à maintenant, on a parlé d'épisodes potentiels de stress de chaleur, hein. Donc, on se dit, OK, on a plongé nos animaux dans un environnement thermique, on les a exposés à ça. Donc, nécessairement, techniquement, on devrait s'attendre aussi à voir des fameuses diminutions de performance. Puis, on s'est amusé un petit peu à aller valider ça à la ferme Pitet. Puis, comment on s'y est prise? On est allé identifier la journée qu'on avait de disponible dans notre jeu de données, qui semblait être la plus thermiquement dommageable, si je peux le dire comme ça, pour nos animaux. Puis je vais vous laisser, Alexandra, vous décrire cette journée-là qui était le 17 juillet 2024. Oui, donc comme vous pouvez voir là, sur le graphique, en rouge, on a la variation au niveau horaire de la journée du 17 juillet de la température. Puis à droite du graphique, là, vous pouvez voir la moyenne mesurée de la température et le maximum atteint dans la journée. Donc, on avait une moyenne de 22,5 degrés, puis un maximum atteint de presque 27 degrés à l'étable pour la pire journée, la journée thermiquement la plus éprouvante là, pour le troupeau. Puis en bleu, on a la représentation de la variation de l'humidité durant la journée. Donc, on avait une moyenne là, de 85 d'humidité pour cette journée-là, avec un maximum atteint à 94 Puis, en mauve, on a la représentation de la variation du THI. Donc, on avait en moyenne un THI de 71, puis un maximum atteint à 76. Donc, on peut comprendre là, que cette journée-là, on dépassait largement là, les seuils de 58, de 60 et de 68 même, où les vaches commencent à avoir une baisse de production de gras, de lait et de protéines. Donc, M. Pittet a eu la gentillesse de nous fournir les données de collecte de lait pour cette période-là parce qu'on voulait savoir un peu, là, est-ce que les données qu'on voit au niveau environnemental vont se refléter au niveau de production, en fait, physiologique. Puis, ce qu'on peut voir, là, c'est en mauve la journée du 17 juillet qui était la plus problématique. Donc, la production laitière était d'environ 21 200 litres de lait. Le gras était à environ 4,3 puis les protéines étaient à 3,3 Ce qu'on peut constater, il y a plusieurs constats. Le premier, c'est que les journées précédant le 17 juillet étaient éprouvantes, en fait, pour les vaches en stress les vaches dans l'étable. Donc, ce qu'on a observé, là, c'est que les 10 jours précédant la collecte de lait
du 17 juillet, les vaches n'avaient pas de répit au niveau de leur environnement thermique. Les données extérieures qu'on retrouvait là, au niveau de la station météo la plus proche, on avait en moyenne un THI de 70 pour toutes les journées, les 10 jours là, avant la collecte du 17 juillet, avec un minimum atteint à 62, puis un maximum à 79. Donc, vous comprenez là, que les vaches ont été en stress de chaleur là, durant les 10 jours avant la collecte de lait du 17 juillet. Ce qui peut, en fait, expliquer pourquoi on a une petite baisse là, de la production laitière puis des composantes au niveau de la collecte du 17 juillet. Mais ensuite, le deuxième constat qu'on voit, c'est qu'à partir de la collecte de lait du 19 juillet, on a une remontée de la production puis des composants. Donc, ce qu'on voit, c'est que ça revient à la stabilité, en fait, des périodes auparavant. Ce qui veut dire que il y a des mesures qui ont été prises. Les infrastructures de l'étape de M. Pittet font en sorte que les vaches sont quand même en stress de chaleur, mais on n'a pas des pertes de productivité qui sont trop élevées à ce niveau-là. Puis en fait, ce qui vient aider dans le cas de la ferme Pittet, c'est au niveau de la vitesse de l'air qu'on a également mesuré. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. On a vu que notre THI ne considère pas la vitesse de l'air, donc on vient vraiment caractériser l'environnement thermique de l'animal. Mais nous, on est allé se rajouter une métrique d'environnement thermique. On est allé mesurer grâce à un anémomètre la vitesse de l'air au niveau des vaches à la ferme Pittet. Pourquoi la vitesse de l'air, c'est important? Ben, c'est un allié en période de stress de chaleur. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand nos animaux ont chaud, ils vont subir une vasodilatation. Donc, le diamètre de leurs différents paramètres dans leur système sanguin vont augmenter. Ce que ça va faire en sorte, c'est que ça va prendre la circulation sanguine qui va plutôt normalement irriguer les organes profonds. Je pense aux rumens, je pense à l'intestin, par exemple, je pense à l'utérus. Mais là, ce que ça va faire, c'est que ça va rediriger cette circulation sanguine-là vers la périphérie. Donc, on amène la chaleur du plus profond de notre animal, si on peut le dire ainsi, puis on va l'amener au niveau de la peau. Donc, on a une peau qui est comme plus chaude que le reste. Qu'est-ce que ça fait maintenant au niveau de la vitesse de l'air? Une vitesse de l'air souhaitable, ça va prendre cette chaleur-là qui est ramenée au niveau de la peau et ça va l'éloigner de l'animal. Ça va donc, malgré le fait qu'on met notre animal dans un THI qui est défavorable, l'aider à venir dissiper sa chaleur. D'ailleurs, ce qu'on recommande comme vitesse de l'air au niveau de nos animaux, puis ça, c'est bien important, je vais vous le dire souvent, c'est vraiment au niveau des animaux, c'est pas au milieu de l'allée, c'est pas à côté, c'est au niveau de nos animaux. On vise un 1,5 à 2,5 mètres par seconde. Si dans votre tête, vous n'êtes pas capable de vous imaginer c'est quoi, bien, imaginez-vous que si je détachais mes cheveux à l'instant, puis que j'étais exposée à 1,5 à 2,5 mètres par seconde, bien, je serais quand même assez décoiffée. Donc, c'est une vitesse de l'air qui est très, très rapide. D'ailleurs, un de nos constats de notre étude, qu'on est allé mesurer cette vitesse de l'air-là au niveau des animaux, on a vu que c'était très, très variable et que c'était souvent insuffisant par rapport à la recommandation qu'on avait. Puis c'était encore plus insuffisant lors des journées qui étaient chaudes et humides. Maintenant, la ferme Pittet, on la doit à quoi cette bonne vitesse de l'air-là? Bien, on a deux alliés pour nous aider. Déjà, on a le système de ventilation, pas dans la serre des veaux. Par contre, ici, je vous présente plus l'étape de lactation où on a un système de ventilation naturel. Je vous rappelle que le système de ventilation n'a pas seulement un rôle au niveau du stress de chaleur. En gros, ce que le système de ventilation veut faire, c'est qu'il veut prendre l'air qu'on a à l'intérieur, qui est rendu vicié de chaleur, d'humidité, de gaz, de bioaérosol, puis il veut remplacer cet air-là par de l'air qui provient de l'extérieur. Par contre, ce qu'on remarque dans le cadre de nos études et dans le cadre de la littérature, c'est que la ventilation à elle seule est parfois insuffisante pour atteindre la vitesse de l'air qu'on souhaite au niveau de nos animaux. C'est de là le besoin qu'on a de trouver un autre allié. Puis ça, chez les pitets, on le retrouve, on a des ventilateurs de recirculation. Les ventilateurs de recirculation, il faut faire attention, eux, ils ne contribuent pas à la ventilation de notre étable. Ils ne vont pas créer de la nouvelle air. Tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre l'air de l'intérieur de l'étable, puis ils vont la réacheminer plus vite vers nos animaux, de manière à venir éloigner la chaleur, comme je vous l'ai montré un petit peu plus tôt. Et à la ferme Pittet, on est allé se promener à quelques reprises pendant l'été. Et pendant les journées les plus chaudes, on pouvait quand même avoir une vitesse de l'air au niveau de nos animaux de 1,5 mètres par seconde, ce qui tombe dans notre intervalle recommandé.
puis ce qui est notre hypothèse de pourquoi les vaches ont réussi à limiter leurs pertes au niveau de leurs composantes du lait à la ferme Pitet. D'ailleurs, moi, M. Pitet, les ventilateurs de recirculation m'intéressent énormément. Moi, j'aimerais ça savoir comment vous avez choisi d'en installer, comment vous avez choisi votre modèle, comment vous avez été aussi conseillé au niveau de l'espacement, puis est-ce que par vous-même, vous allez des fois monitorer la vitesse de l'air au niveau de vos animaux? Bon, c'est plusieurs questions. L'installation des recirculateurs d'air pour l'été, c'est beaucoup fait par expérience. Dans les années 90, on les installait sans expertise, sans expérience, avec plus ou moins de bons résultats. Dans l'étable qu'on a sous les yeux présentement, la première année d'opération, 2017 probablement, il n'y avait que des bigas fans, comme on dit, des ventilateurs de plafond. Il y en avait 6, oui, non, il y en avait 8. Tantôt, je ne pense pas qu'on les voit sous cette photo. C'est des ventilateurs de 24 pieds. Résultat très mitigé parce que, en fait, ces ventilateurs-là travaillent bien, mais la diffusion de la circulation d'air est relativement restreinte dans un périmètre en dessous. Donc, pour bien réussir, ça en prendrait énormément. Ils sont coûteux, relativement difficiles à placer. Et puis, l'année suivante, là, on a installé ce qu'on a sous les yeux. Et puis, dans cette étable-là, il y en a 38 de ces ventilateurs-là répartis sur 4 lignes avec un espacement de 40 pieds sur la longueur entre chacun des ventilateurs. Donc, il y en a sur l'allée de mangeoire et puis l'autre série est installée le long des murs extérieurs pour rafraîchir au niveau des logettes. On pense que c'est ces ventilateurs-là qui amènent le principal déplacement d'air, mais on a conservé les bigas fans parce qu'évidemment, elles étaient installées. Puis ce que je voudrais rajouter, lorsqu'on fait ces choix-là, c'est coûteux. Chaque unité a un coût. Et puis le coût qui est souvent sous-estimé, c'est l'alimentation en électricité. Ces étables-là sont longues, c'est beaucoup de temps de travail d'électricien et c'est beaucoup de mètres de filage électrique. Et puis l'autre point qu'il ne faut pas sous-estimer surtout, ça veut dire les 38 recirculateurs uniquement dans cette étable-là, les 8 il y a 12 ventilateurs de plafond. Lorsque tout fonctionne à 100% pendant les mois d'été, on va augmenter la facture d'électricité. Donc, ce n'est pas à négliger non plus. Le constat, c'est qu'avec toutes ces mesures-là, il faut que la perte de lait, la perte de gras et de protéines soit réelle pour payer uniquement les coûts. Donc, chez nous, vous avez vu que même si les résultats ne sont pas à 100%, ça amène quand même des résultats intéressants. Oui, puis sûrement au niveau de la reproduction, qui n'est pas une métrique qu'on a pu valider, mais peut-être qu'on a une amélioration aussi. Donc, toutes des choses qu'il faut contribuer, qu'il faut garder en tête quand on regarde les bénéfices et aussi ne pas oublier les autres groupes d'animaux du troupeau aussi qui peuvent contribuer à augmenter l'avantage des ventilateurs de recirculation. Si vous Un, permettez, je ben veux oui. juste rajouter un point. En ce qui concerne la reproduction, on pourrait avoir, on n'a pas poussé jusqu'à aller revérifier les données, mais sur plusieurs années, on a les données pratiquement à toutes les 3 semaines des résultats des visites de la médecine préventive. Donc, on pourrait savoir le taux de gestation durant ces périodes-là est-il égal, inférieur ou supérieur aux autres mois dans l'année. On pourrait le vérifier. Tout à fait. Puis c'est d'ailleurs la mission que je vais confier à l'étudiante à la maîtrise, Marie-Michel Cyr, qui va commencer sa maîtrise cet été. Donc, de faire cet exercice-là avec plusieurs troupeaux. Donc, je pense que ça va être quand même parlant également comme résultat. Puis deux petites choses qu'on tenait à vous dire aussi, Alexandra et moi, par rapport à la ventilation, c'est qu'est-ce qui est particulier. Là, on n'est pas en ventilation naturelle, mais si on est en ventilation mécanique, par exemple, c'est que l'activation, puis ça que je veux que vous l'ayez en tête, si vous intervenez dans des troupeaux, si vous-même, vous êtes producteur, productrice de lait,
c'est que l'activation des différents seuils, des différentes vitesses de ventilation va se faire selon une valeur de température, puis on ne considère pas l'humidité. Il y a très peu de systèmes de ventilation qui le font. Il y en a qui le font. Prenez-moi pas au dépourvu comme ça, mais la plupart ne le font pas actuellement. Puis ça vient nous causer deux problèmes quand on parle de stress thermique. Donc, pourquoi ça va poser problème qu'on considère seulement la température et l'humidité? Bien, la première raison se trouve à gauche. À gauche, je vous montre la relation qu'on a au courant d'une journée entre l'humidité en bleu puis la température en rouge. Puis ce qu'il faut remarquer rapidement, c'est que quand la température est à son minimum, bien, l'humidité, elle, est à son maximum et vice-versa. Donc, parfois, dans une journée, peut-être que la température va diminuer en bas d'un certain seuil, donc on peut voir un changement au niveau de la ventilation, mais par contre, elle, de son côté, l'humidité va causer plus de dégâts. Aussi, l'autre problème qu'on voit avec ça, c'est à droite. Donc, si on a une température qui est faible, qui est en bas de certains seuils de ventilation, on peut quand même, grâce à l'humidité, avoir des THI qui sont dommageables pour nos animaux. Donc, ici, on voit qu'il y a un certain problème de fonctionnement au niveau de la ventilation. Quand on parle de stress de chaleur, on se rappelle que la ventilation a par contre d'autres rôles. Puis d'ailleurs, Alexandra s'est un peu amusée à aller faire ça. Un exemple, c'est pas la ferme Pité, c'est les données de la ferme Pité, mais ça les concerne pas puisque la ferme Pité est en ventilation naturelle. Mais si on était en ventilation mécanique, si on revoyait un petit peu le fonctionnement de la ventilation, bien, il y a plusieurs journées de stress de chaleur qu'on pourrait potentiellement éviter au courant de l'année. Donc ça, c'est un calcul qu'on trouve très parlant, puis que c'est une façon de s'adapter à la problématique, puis qu'on peut faire dès maintenant. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Et pour terminer, M. Piquet, on avait quand même quelques autres stratégies d'adaptation à présenter dans le cadre de notre café carbone. Mais moi, je me demandais, outre la vitesse de l'air, au niveau de vos recirculateurs, est-ce que vous utilisez d'autres stratégies contre le stress de chaleur ou avez-vous déjà envisagé d'en utiliser d'autres? En fait, pas beaucoup d'autres stratégies, mais il y en a une qui est primordiale puis qui est peut-être difficile à réaliser dans certaines fermes laitières au Québec, c'est de servir des ensilages fermentés. Puis quand on parle de fermenter, c'est fermenté depuis plusieurs mois. Évidemment, pour une entreprise comme la nôtre qui a plusieurs structures d'entreposage, c'est plus facile à gérer. Mais moi, dans mon expérience de producteur, j'ai vécu avoir 2 silos tours pour alimenter le troupeau, un pour l'ensilage de maïs, un pour l'ensilage d'herbe. Ça veut dire lorsque on a fini la première coupe, on descend le videur le lendemain matin et on soigne de l'ensilage d'un jour qui chauffe, non fermenté. Au mois de juin, ça peut passer, mais rendu au mois de juillet, à la deuxième coupe et à la troisième coupe au mois d'août, bien, en plus de subir le stress de chaleur, les vaches sont alimentées avec un ensilage instable qui chauffe, non fermenté. Donc, vous venez d'augmenter énormément les problématiques. On pourrait aussi, chez nous, on ne le fait pas, mais distribuer l'alimentation sur plusieurs repas, c'est-à-dire avoir un entassement moins important lorsque on amène la nourriture. Chez nous, on l'a pas, ça se ferait, mais question de personnel, on ne l'a pas mis en place. Il y a un autre point qui est extrêmement important, qui est bon pour les 365 jours de l'année, mais qui a encore une importance énorme durant les journées de chaleur, c'est d'avoir un système fiable pour repousser les fourrages en avant des vaches. Ça, c'est bien important. Et puis, un point qui est difficile à vérifier, mais qui peut avoir son importance, est-ce que la litière de sable amène un confort, une fraîcheur que les autres litières n'amènent pas? Je n'ai aucune donnée pour le vérifier, mais les vaches en production sont logées sur litière de sable, et puis peut-être que ça a une incidence pour les aider dans ce moment-là. Puis il y a un autre phénomène aussi qui est beaucoup plus difficile à évaluer, la génétique qu'on a choisie dans la sélection. Est-ce qu'il y a des lignées, des vaches qui sont beaucoup plus tolérantes à ces stress-là? Je ne peux pas répondre, mais probablement que oui.
Il doit y avoir des vaches qui transforment bien, qui transforment mieux par rapport à d'autres. Donc, ça a probablement son importance aussi. Tout à fait, puis c'est ça qui serait intéressant de refaire dans le cadre de d'autres projets de recherche. Là, on s'est intéressé à aller voir les performances au réservoir, mais c'est sûr que si on regardait les performances individuelles, on aurait quand même une grande variabilité au niveau de la réponse des animaux au stress de chaleur, tout à fait. Puis on voit qu'il y a certaines mutations génétiques également qui vont avantager certains animaux par rapport à d'autres au niveau de certains récepteurs comme la prolactine qui aident les animaux à aller transpirer par exemple. Donc, vous avez raison. Puis tout ce que vous soulevez, c'est des stratégies très, très valables de gestion. Puis moi, moi, il y a quelque chose qui me surprend quand je vais faire des présentations de stress de chaleur. Ce que je vois, c'est qu'une des stratégies d'adaptation qui gagne en intérêt, en curiosité, c'est l'aspersion. Donc, au lieu de se rabattre seulement sur la recirculation de l'air, je vois qu'il y a énormément d'intérêt à aller mouiller nos animaux. Quand je parle de l'aspersion, je parle vraiment d'aller mouiller l'animal. Quand on parle de brumisation, j'ai vu qu'il y a une question dans le chat, ça va me faire plaisir d'y répondre après. On me parle de brumisation. Bien, la brumisation, elle, va venir refroidir l'environnement de l'animal. L'aspersion, moi, je vous dis, on s'en va mouiller directement notre animal. Puis ce que je vois en ce moment sur le terrain, c'est qu'il y a autant de systèmes d'aspersion qui existent de producteurs et de productrices de lait. Je voulais juste vous faire un petit topo sur les différents systèmes d'aspersion qu'on a jusqu'à maintenant pour vous donner un peu mon humble avis de ce que j'en pense en ce moment. Bien, déjà, on a l'aspersion qui est automatisée et cyclique. Je vous montre ici une photo que j'ai prise à l'Université de la Floride, qui est un système qui est très, très utilisé là-bas. Donc, on voit des buses d'aspersion le long de l'allée d'alimentation. Donc, quand les animaux vont se nourrir, ils vont se faire mouiller. Puis ces cycles-là sont activés sur une période de temps. Donc, activation pendant 5 minutes, par exemple, période de repos pendant 10 minutes. Donc, on a différents cycles comme ça. Et lorsque l'animal a fini de s'alimenter, bien, il s'en va se coucher dans sa logette où il a accès à une recirculation d'air. Puis c'est vraiment important parce que c'est vraiment le fait que l'eau soit séchée, donc que l'eau s'évapore, qui va créer l'effet de refroidissement au niveau de nos animaux. En ce moment, moi, je suis un petit peu frileuse par rapport à ces systèmes-là. Pourquoi? C'est ce qu'on voit, c'est qu'on introduit l'humidité dans l'étable. Moi, je vois des étables en ce moment qui ont des problèmes de gestion de l'humidité en lien avec notre climat. Donc, je demeure un petit peu frileuse par rapport à ce type de refroidissement-là. Aussi, on peut voir que ça va venir changer le budget de temps de nos animaux. C'est-à-dire que nos animaux vont passer plus de temps debout à se faire mouiller qu'à aller se reposer, à se faire refroidir. Donc, ce n'est pas nécessairement ce qui est souhaitable. Aussi, bien, il faut prendre en considération l'utilisation de l'eau d'un système de même qui va fonctionner en continu et qui va être activé, bien sûr, selon un seuil de température. D'autres systèmes que je vois maintenant, c'est plus une aspersion post-traite. Donc, l'animal a fini de se faire traire, il va passer sous une douche et il va se faire mouiller. Le problème, c'est qu'il y a certaines vaches qui sont très, très rapides, donc elles vont passer très rapidement dans la douche. Elles n'auront pas le temps de se faire mouiller comme on voudrait, donc il n'y aura pas cet effet de refroidissement-là. Et les vaches passent souvent rapidement parce qu'elles détestent avoir de l'eau au niveau de la tête. Ce qu'on voit aussi maintenant dans les salles d'attente, on peut voir des buses par en dessous qui vont aller mouiller le pied de l'animal et tout le dessous de son corps. Avant, on était plus frileux de faire ça à cause de potentiellement l'augmentation des mammites. Ça ne semble pas être le cas. Ce qu'on voit par contre, c'est en climat continental humide comme le nôtre, le temps de séchage n'est pas suffisant pour venir créer un refroidissement. Aussi, dernier type d'aspersion, c'est l'aspersion que j'appelle ponctuelle ou artisanale. Il y a certains producteurs, productrices qui vont dire, ah, moi, quelquefois, je vais aller arroser mes animaux pour les aider. C'est pas une mauvaise idée, c'est pas quelque chose qui me rend trop frileuse vu que c'est pas fréquent. Par contre, ce que je remarque quand on le fait, c'est que la durée d'aspersion n'est pas suffisante. Il faut mouiller nos animaux longtemps pour que ça ait le temps de bien mouiller le pelage, que ça ait le temps aussi de retomber sur les flancs de notre animal. Si on mouille juste un peu, puis qu'on n'a pas le temps de mouiller comme il faut, bien, on risque de créer plus un problème qu'une solution au niveau de nos animaux. Puis, on m'a partagé aussi récemment des douches québécoises qui sont en train de se faire, qui sont développées, donc des douches qui seraient activées selon les paramètres physiologiques de notre animal.
Je n'ai pas plus de données à vous dire, mais je sais que ça existe. Mais de mon côté, sachez que mon message aujourd'hui, c'est que je suis frileuse parce qu'on a beaucoup d'humidité dans nos étapes. Puis qui dit eau dit humidité. Bonne nouvelle pour vous, Monsieur Pitet. On parlait de litière tout à l'heure. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que le sable est réputé pour aider les animaux à dissiper de la chaleur. C'est une litière qui va garder plus de fraîcheur, tout comme un peu la sciure de bois et la paille. Pour ce qui est de la litière en de fumier recyclé, on peut voir que c'est une litière qui va conserver plus d'humidité, donc qui va créer moins de refroidissement au niveau de notre animal. Je pense que la règle d'ordre, peu importe le type de litière qu'on a, ça va être de s'assurer qu'on garde une litière qui est passablement propre puis qu'on la change quand même fréquemment, pas dans le cadre du sable, mais bien sûr dans le cadre de la sciure de bois et de la paille. Quelques mots aussi, je sais que ça fait longtemps qu'on parle, mais inquiétez-vous, on a bientôt terminé. Au niveau de l'alimentation, vous l'avez mentionné, on a quand même une marge de manœuvre. J'ai mis ici des mots-clés. Je vous encourage à en parler avec vos conseillères et vos conseillers en alimentation. Gardez en tête que la CVMS diminue. Vos animaux, ils mangent moins en conditions de stress de chaleur, donc on veut aller maximiser l'appétence de nos rations grâce au sucre, grâce à une humidité aussi dans la ration qui n'est pas trop élevée, mais pas trop faible non plus. On veut utiliser des aliments appétants comme l'ensilage de maïs, qui peut être intéressant aussi. Nos animaux consomment moins, donc on peut vouloir venir augmenter la densité énergétique de nos rations, puis le faire, par exemple, si on a cette marge de manœuvre-là grâce au gras, mais on sait qu'on est assez limité par rapport à l'inclusion de gras, mais c'est quelque chose qu'on peut envisager. On a des gras protégés, des gras non protégés. J'attire votre attention au niveau des protéines. La fermentation ruminale se fait un petit peu moins bien en conditions de stress de chaleur. Par contre, nos besoins en acides aminés demeurent. Donc, on peut peut-être revoir l'importance des protéines non dégradables dans nos rations. Puis, bien sûr, favoriser aussi la consommation d'eau. Allez revérifier la qualité de votre eau. Allez revérifier vos débits. On ne veut pas que les débits d'eau soient limitants. Hein, on se rappelle que si on est en abreuvoir collectif, on veut aller jusqu'à 40 litres par minute comme débit pendant l'été, puis 18 litres pour nos abreuvoirs à tubes individuels, puis s'assurer que chaque animal a de la place pour aller boire et bien sûr de garder un minimum de propreté dans nos abreuvoirs, même si je sais très bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a aussi plusieurs suppléments alimentaires qui peuvent être utilisés. Moi, le mot, peu importe celui que vous utilisez, ce que je pense qu'il faut garder en tête, c'est que, on a un petit peu de manque de recherche dans nos climats actuellement, puis qu'aucun additif va régler toutes les problématiques en même temps en ce qui a trait au stress de chaleur. Donc, on n'a aucun additif qui va tout régler, que ce soit au niveau de la production ou de la reproduction. Et ce que ça m'amène à vous dire, c'est que ici à l'écran, je vous ai représenté c'est quoi le stress de chaleur aujourd'hui au Québec. Aujourd'hui au Québec, on a deux grands défis climatiques. On a un grand défi climatique qui est l'humidité. On a une humidité qui est très, très élevée. Et tout ça est couplé au fait qu'on a des animaux qui produisent beaucoup de chaleur aussi. Alexandra nous a très bien montré que pendant l'été, la chaleur et l'humidité vont s'accumuler au niveau de nos bâtiments d'élevage et que pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que la vitesse de l'air accélérée semble être un bon allié pour s'adapter. Mais ça, c'est le stress de chaleur d'aujourd'hui. Il faut penser au stress de chaleur de demain. Ici, j'ai eu la chance d'avoir accès, grâce à Juliette, à des graphiques qui démontrent l'augmentation du nombre de jours avec une température supérieure à 30 degrés dans le futur. Donc, dans la région près de la ferme Pitet. Puis, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une augmentation continue et assez importante dans le temps de ces journées-là. Alexandra vous l'a dit, la température ambiante de nos étables est directement et étroitement liée à ce qu'on a à l'extérieur. Donc, nécessairement, le stress de chaleur va devenir une problématique encore plus sévère demain et dans le futur. Et c'est la même chose dans toutes nos régions. Puis d'ailleurs, M. Pitet, moi, je voulais vous laisser le mot de la fin. Je me demandais comment vous voyez l'avenir de votre ferme face au changement climatique. Puis, est-ce que le genre de petit projet qu'on a fait là avec les moyens du bord, si je peux me permettre ainsi, qui a été un projet qui a été beaucoup plus conduit par passion que grâce à du gros financement, est-ce que ce genre de projet-là peut vous aider à vous adapter pour le futur? Ben, c'est le genre de projet où on apprend beaucoup, puis vous le soulignez bien, avec peu de moyens. En ce qui nous concerne, nous, comme producteurs, c'est pas beaucoup de temps, c'est peu d'investissement en argent, mais là,
Il y a juste à écouter tout ce on a appris ou que vous nous avez répété avant midi. C'est toute cette connaissance de nos vaches, bien comprendre la vache. Ça, je pense que c'est primordial. Il ne faut pas oublier qu'une vache qui consomme 65 à 70 kilos de nourriture, c'est quand même 27, 28 kilos, parfois plus pour les hautes productrices de matières sèches à digérer. Donc, on peut comprendre. Et puis, en plus, ces vaches-là sont relativement mal équipées pour dissiper la chaleur. Fait que on a plusieurs prises contre nous. L'avenir, ben, moi, je pense qu'il va y en avoir des changements. Ce qui est surprenant et puis qu'on vérifie de plus en plus, c'est la longueur de journées de chaleur en nombre durant la saison. Alexandra en a parlé plus d'une fois. Les mois de septembre ne sont plus ce qu'ils étaient. Il va falloir s'y habituer. D'un autre côté, on est des humains, on est intelligents, on est bien équipés, surtout dans une région comme la nôtre. Il y a des centres de recherche. Puis moi, je pense qu'on n'a pas fait le tour de toutes les solutions encore. Puis je suis quelqu'un qui a vécu plusieurs décennies dans cette production-là. J'ai vu beaucoup d'évolutions. Et puis selon moi, on n'a pas fini de bien comprendre c'est quoi ces phénomènes-là, puis on n'a pas fini de trouver des moyens de s'y adapter. Je suis quelqu'un d'optimiste par nature, j'ai confiance, puis le mot de la fin, ben, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir des jeunes comme Alexandra, comme des personnes comme vous, qui s'intéressent à ces phénomènes-là. Moi, je suis en fin de carrière, donc je suis plus un spectateur à l'heure actuelle, mais il y a toute cette jeunesse-là qui s'intéresse à ces phénomènes-là, qui a accès à une connaissance internationale, qui a plus ou moins de moyens, jamais assez, mais quand même, en les utilisant bien, on trouve des résultats. Fait que moi, je terminerai en vous disant que j'ai pleinement confiance à cette génération-là pour aborder des phénomènes complexes, importants, qui vont sans doute nous interpeller tous et toutes impliqués en production laitière ou autre. Fait que je pense que ça va être la fin de mon témoignage, puis je vous remercie de vous intéresser à ces phénomènes-là. Ben, merci vraiment, Monsieur Pitet. Merci, Alexandra, également du travail colossal que tu as fait dans le cadre de la présentation. Puis, on vous l'a dit, le stress de chaleur, c'est une problématique qu'on n'a pas le temps de gérer, mais on a été très, très contents d'avoir le temps d'en parler aujourd'hui.